Bonjour la famille, bienvenue sur l'Histoire avec Madési. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un j'aime. Cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications de publication pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous alors que nous plongeons dans l'histoire. Justine Bennett se tenait devant le miroir dans son costume bleu marine finement taillé, ajustant ses boutons de manchette tandis que sa mère planait derrière lui comme une ombre. « Boutonne le haut, Justine, dit Pauline, d'un ton sec. Tu as l'air négligé. » Il obéit instantanément, comme il le faisait toujours. À 32 ans, Justine avait bâti une entreprise de logistique florissante, portait l'héritage de son défunt père sur ses épaules et siégeait à plusieurs conseils d'administration. Pourtant, sa plus grande peur restait de décevoir la femme qu'il avait élevée. Pauline Bennett n'était pas une femme facile à satisfaire. Depuis le décès du père de Justine, Clayton Bennett, 10 ans plus tôt, Pauline avait endossé le rôle de parent et de gardienne avec une intensité rigide. Son amour avait des arêtes vives et de grandes attentes. Elle a préparé Justine comme un cheval de concours, façonnant sa carrière, son discours, et même la façon dont il tenait son verre de vin lors des événements. Il n'y avait pas de place pour l'erreur. L'amour, pour elle, était une performance, et Justine, désireux d'honorer la mémoire de son père, jouait son rôle avec obéissance. Cependant, derrière les portes closes, Justine s'asseyait souvent en silence, fixant son plafond et se demandant si cette vie, sa vie parfaitement organisée et très médiatisée, était vraiment la sienne. Il n'était pas malheureux, mais il n'était pas non plus épanoui. Quelque chose de vital semblait toujours manquer, comme s'il n'était qu'un invité dans son propre avenir. Quand il a évoqué son désir de fréquenter quelqu'un par amour plutôt que pour l'image, Pauline a levé les yeux au ciel. « Tu n'es pas un adolescent, Justine. On se marie intelligemment, pas par sentimentalisme. On se marie pour s'élever. » Et par « s'élever », elle entendait quelqu'un comme Brenda Clayton, fille d'un sénateur, glamour et calculatrice. Justine hochait la tête et souriait à ses suggestions, mais une rébellion silencieuse grandissait dans sa poitrine. Cette rébellion avait un nom, Rebecca, une femme sans lignée, sans lien politique, sans réputation soignée. Juste des yeux doux, un rire sincère et un cœur qui ne se souciait pas des titres. Mais elle était à l'étranger, terminant son master, et hors du champ de vision de Pauline. Pour l'instant, et Justine aimait que ce soit ainsi. En l'absence de Rebecca, il trouvait une parcelle de liberté pour respirer. Mais même dans ces rares moments de paix, la voix de Pauline persistait. « Ne me déçois pas, Justine. Tu sais ce que ton père aurait voulu. » Il serra la mâchoire et murmura « Oui, mère. » Justine avait rencontré Rebecca 2 ans plus tôt lors d'un séminaire d'affaires au capitaine. Elle n'était pas censée être là. Elle était venue soutenir une amie qui présentait un exposé sur les systèmes de santé pour les femmes en Afrique de l'Ouest. Pendant que d'autres réseautaient agressivement, Rebecca se tenait seule près d'une fenêtre, sirotant de l'eau et souriant poliment à quiconque passait. Justine s'était approchée d'elle par curiosité, sans attente. Ce qui suivit ne fut pas explosif, mais ce fut honnête, des heures de conversation sur la perte, l'ambition et les fardeaux de la vie publique. Elle n'a pas bronché quand il a mentionné la nature contrôlante de sa mère. Elle a simplement dit, ça doit être épuisant de vivre pour quelqu'un d'autre. Aucune femme ne lui avait jamais parlé de cette façon, sans jugement, juste avec une perception tranquille. Pour la première fois, il ne ressentit pas le besoin d'impressionner. Ils restèrent en contact après le séminaire, leur conversation s'approfondissant à chaque appel tardif. Au moment où elle partit pour l'Angleterre pour terminer son master en santé publique, ils étaient déjà tombés dans un rythme de dépendance émotionnelle. Justine ne fit pas sa demande à genoux. Un jour, lors d'une visite à Londres, il dit simplement « Marions-nous » discrètement. Et elle, incertaine de l'issue, mais faisant confiance à la douceur de sa voix, dit oui. Le mariage au tribunal de Brighton fut modeste. Pas de photographe, pas d'invité, juste 2 personnes qui croyaient que l'amour n'avait pas besoin de public. « Es-tu sûr que c'est ce que tu veux » avait demandé Rebecca, lui serrant la main. « Oui » avait murmuré Justine. « Pour la première fois, je fais quelque chose pour moi. » Ils s'étaient embrassés après avoir signé les papiers, s'étaient promenés sur la plage ensuite, et avaient fait des projets pour leur avenir entre 2 tasses de chocolat chaud partagées. Mais dès que Justine retourna à Lagos, la pression reprit. Il ne le dit pas à Pauline. Il n'était pas prêt. Au début,
Il se justifiait en disant qu'il voulait protéger Rebecca du chaos. Mais au fond de lui, il savait que c'était la peur de la colère que sa mère déchaînerait. Alors il garda le mariage secret. Rebecca continua ses études à l'étranger, croyant qu'il construisait quelque chose de complet et d'honnête. Justin, pendant ce temps, compartimentait sa vie, mari en secret, fils obéissant en public. Quand elle lui envoya un message enthousiaste annonçant la fin de ses études et son retour à la maison, il la félicita, le cœur battant. Il n'était pas sûr d'être prêt à affronter la collision des deux mondes qu'il avait construits. Mais il lui promit, « Je t'attendrai à l'aéroport. » Et il le pensait, même s'il n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. Au moment où Pauline ouvrit la porte d'entrée et vit Rebecca entrer, traînant sa modeste valise derrière elle, son expression changea à peine. Un mince sourire étira ses lèvres, le genre qui n'atteint pas les yeux. « Alors, c'est vous la fille de l'étranger » dit-elle d'un ton sec. Justine se hâta de prendre la main de Rebecca, mais Pauline s'était déjà détournée, lançant par-dessus son épaule, « Nous parlerons après que j'aurai fini mon thé. » C'était un accueil glacial. Rebecca essaya de rester calme, s'efforçant de ne pas laisser la froideur de la femme percer l'enthousiasme qu'elle avait ramené à la maison. Ce soir-là, pendant le dîner, Pauline ne dit rien pendant les 10 premières minutes. Elle observait simplement Rebecca, ses yeux scrutant chaque geste, chaque phrase. Puis, sans crier gare, elle plia sa serviette et dit, « Vous ne venez pas d'une famille que je connais, et cela m'inquiète. » Justine se raidit, mais avant qu'il ne puisse parler, Pauline ajouta, « Le mariage n'est pas un programme de charité. Dans cette famille, nous bâtissons des alliances. » La main de Rebecca se crispa sur sa fourchette. « Je ne suis pas venue ici pour prendre quoi que ce soit, » dit-elle doucement. « Je suis venue parce que votre fils me l'a demandé. » Pauline rit, d'un rire bref et sec. Les hommes demandent beaucoup de choses quand ils sont seuls. Justine resta largement silencieux cette nuit-là, déchirée entre la femme qui avait façonné sa vie et celle qui portait maintenant son nom. Après que Rebecca se fut retirée dans la chambre d'amis car Pauline insistait sur le fait qu'il était inconvenant de partager une chambre avant la bénédiction de l'église, Pauline l'affronta. « Tu l'as épousée sans ma bénédiction » lança-t-elle. « Tu m'as humilié, Justine. » Il ouvrit la bouche pour se défendre, mais ses mots suivants le blessèrent plus profondément qu'il ne s'y attendait. « Elle te tirera vers le bas. Je le vois déjà. » Au cours de la semaine suivante, Pauline lança une campagne silencieuse, des commentaires subtils au repas, des silences froids et la présence constante et menaçante de Brenda Clayton. Brenda commença à apparaître aux événements auxquels Justine assistait, toujours parfaitement habillée, toujours pleine de sourires pour Pauline. Un soir, Pauline remarqua nonchalamment, « Brenda aurait été le bon choix. Elle sait comment évoluer dans nos cercles. Elle vient d'être invitée au mariage de la fille du gouverneur. » Justine ne répondit pas, mais son esprit commença à se diviser, sa loyauté envers sa mère luttant contre son engagement envers sa femme. Et pendant tout ce temps, Rebecca commença à se recroqueviller, sentant le courant sous-jacent, le jugement et la guerre dans laquelle elle était entrée sans jamais avoir porté le moindre coup. Quand Rebecca retourna dans le salon après avoir défait ses valises, la maison était silencieuse, trop silencieuse. Justine était dans son bureau, ensevelie sous les documents, et Pauline avait disparu à l'étage. Le dîner de ce soir-là fut une affaire mécanique. Pauline ne fit aucune tentative de conversation, et Justine offrit des réponses brèves, la plupart se terminant par des hochements de tête ou des sourires gênés. La chaleur que Rebecca avait imaginée, les étreintes de bienvenue, peut-être une belle-mère fière s'extasiant sur sa réussite à l'étranger, tout cela était absent. À la place, elle obtint une maison stérile, un mari qui évitait son regard, et un silence qui lui collait à la peau comme un linge humide. Elle essaya de raconter des anecdotes de son programme, mentionna des projets de recherche passionnants sur lesquels elle avait travaillé, mais personne ne posa de questions. Personne ne dit même « bravo ». Quand elle eut fini d'aider à débarrasser la table, Pauline dit avec un sourire froid, « Nous avons du personnel pour ça, ma chère. Ce n'est pas une cuisine de village ici. » Les jours suivants suivirent un schéma similaire. Justine partait tôt au travail, rentrait tard et marmonnait de vagues excuses à propos de réunions et de stress. Pauline comblait l'espace qu'il laissait par un sabotage silencieux. Une fois, alors que Rebecca mettait la table, Pauline réarrangea tout. « Les fourchettes vont ici. Personne ne vous a appris l'étiquette ?» Une autre fois, elle intercepta un appel d'un des anciens professeurs de Rebecca. « Elle est trop occupée à jouer à la femme au foyer maintenant », dit Pauline au téléphone avant de raccrocher.
Rebecca confronta Justine un soir alors qu'il se déshabillait pour aller au lit. « Justine, que se passe-t-il » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Ta mère me traite comme une étrangère. Tu agis comme si tu regrettais de m'avoir fait venir ici. » Il expira, l'air las. Elle a juste besoin de temps. Elle est protectrice. C'était soudain pour elle. Rebecca le fixa, le cœur serré. Ce n'était pas soudain pour toi. Tu m'as demandé de t'épouser. Il détourna le regard, et ce silence en dit plus long que n'importe quelle dispute. Cette nuit-là, Rebecca resta éveillée dans la chambre d'Amy, non pas parce qu'elle voulait de l'espace, mais parce qu'on le lui avait déjà donné. Elle avait traversé des océans par amour, et maintenant elle se retrouvait à dériver seule dans une maison qui ne ressemblait plus à un foyer. Cela commença par des invitations subtiles, des dîners de réseautage, des lancements de produits, des galas de charité, tous prétendument au nom des affaires. Au début, Justine y assistait seule, insistant auprès de Rebecca que ce n'était que la routine. Mais bientôt, des photos commencèrent à faire surface. Justine debout à côté de Brenda Clayton, tous deux riant sous des lustres scintillants. Brenda, vêtue de couleurs vives, sa présence dominant chaque cliché, tandis que Justine, bien que visiblement mal à l'aise par moments, ne la repoussait pas. Un soir, Rebecca revint des courses et trouva Brenda assise sur le canapé du salon, sirotant du vin avec Pauline. « Oh, dit Brenda avec une fausse surprise, vous devez être la femme. » Rebecca offrit un petit sourire, le cœur battant. « C'est bien moi. » Brenda ne broncha pas, une vieille amie de la famille. « Pauline est comme une seconde mère pour moi. » Le message était clair. Sa place était ici. Rebecca, debout avec ses clés à la main, se sentit soudain comme l'invité. Plus tard dans la nuit, Rebecca confronta Justine. « Elle était dans notre maison aujourd'hui, Justine, assise avec ta mère comme si elle y vivait. » Il se frotta les tempes, épuisé. « C'est de la politique, Rebecca. Ma mère veut qu'elle soit là pour les apparences. C'est inoffensif. » La voix de Rebecca se brisa. « Est-ce inoffensif que tu apparaisses sur des photos de presse avec elle plus souvent qu'avec ta propre femme ?» Justine tressaillit. « Pourquoi transformes-tu ça en jalousie ?» lança-t-il. « Ce n'est rien. » Elle prit une profonde inspiration, retenant ses larmes. « Ça devient quelque chose quand tu la laisses s'asseoir là où est ma place. » La pièce devint silencieuse. Justine ne répondit pas. Le silence entre eux n'était pas nouveau, mais cette fois, il semblait irréversible. Les jours passèrent et la présence de Brenda devint plus audacieuse. Elle envoya des cadeaux à Justine, laissa des notes manuscrites. Une fois, Rebecca trouva un stylo en or gravé avec « À Justine, bâtis ton empire ». Elle le laissa sur son bureau sans un mot. Cette nuit-là, il le remarqua à peine. Il était trop occupé à se préparer pour un autre gala, auquel Rebecca n'avait jamais été invitée. La distance entre eux n'était pas seulement émotionnelle, elle devint physique. Leur chambre commune devint froide, remplie d'une tension silencieuse et de conversations fantômes. Justine ne l'embrassait plus pour lui souhaiter bonne nuit. Il la touchait à peine. Rebecca tenta de combler le fossé grandissant, laissant de petits mots dans sa mallette, préparant ses plats préférés, lui proposant de prier avec lui le soir. Chaque effort fut accueilli par des hochements de tête indifférents ou des soupirs fatigués. « Je suis juste sous pression », marmonna-t-il un soir, se dégageant de son étreinte. « Les choses vont se calmer. » Mais rien ne se calma. Plus Rebecca essayait de s'accrocher, plus il lui glissait entre les doigts comme du sable sec. Certains soirs, elle entrait dans le salon et le trouvait endormi sur le canapé, encore en costume, le téléphone serré dans la main. D'autres nuits, elle trouvait son côté du lit intact. Il n'était même pas rentré. Elle n'éleva jamais la voix. Au lieu de cela, elle se replia sur elle-même, accomplissant ses devoirs d'épouse en silence. Un soir, Rebecca prépara un dîner tranquille. Elle portait un rouge à lèvres corail doux et une robe qu'il avait autrefois complimentée à Londres. Elle attendit à table, les bougies vacillant, son cœur palpitant d'un espoir tenace. L'horloge passa 9 heures, et quand Justine entra enfin, sa cravate était desserrée et son téléphone collé à l'oreille. Il lui jeta un rapide coup d'œil et articula « Pas maintenant ». Il passa devant la table, remarquant à peine le repas. Elle resta là un long moment après, fixant l'assiette intacte de bananes plantains rôties et de riz à la noix de coco sur laquelle elle avait passé des heures. Le lendemain matin,
elle débarrassa tout en silence. Au travail, elle souriait à ses collègues, s'enterrait dans les feuilles de calcul, mais son âme était lourde. Un jour, sa collègue Anna lui toucha la main et demanda doucement « Est-ce que ça va ?» Rebecca hocha la tête avec un sourire de circonstance, juste fatiguée. Cette nuit-là, elle retourna dans une maison sombre. Les lumières étaient éteintes, le couloir froid, et la voiture de Justine n'était pas dans l'allée. Elle entra dans leur chambre, s'assit au bord du lit et murmura « Suis-je encore ta femme ?» La seule réponse fut le bourdonnement lointain du climatiseur. Et même cela semblait plus solitaire que le silence. Le passage de l'indifférence à l'hostilité se fit progressivement. Pauline, ne se contentant plus de regards froids et de silence glacial, commença à distiller un venin subtil dans chaque mot adressé à Rebecca. « Vous êtes mariés depuis des mois maintenant » dit-elle un matin alors que Rebecca versait le thé. Toujours aucun signe d'enfant. « Est-ce que tout va bien ?» En bas ? Rebecca s'arrêta en plein geste, sa main tremblante. « Nous ne nous pressons pas, » répondit-elle calmement. Pauline sourit avec condescendance. « Bien sûr. Je demandais seulement parce qu'il est important de ne pas faire attendre un homme trop longtemps. Certaines femmes l'oublient et finissent seules. » Chaque mot était soigneusement choisi, répété pour blesser sans paraître cruel. Rebecca endurait cela en silence, sachant que toute réaction serait interprétée comme de la faiblesse. Pourtant, cela érodait sa paix. Chaque moment dans cette maison ressemblait à un test qu'elle échouait. Un soir, elle entendit Pauline au téléphone, en train de rire. Justine mérite quelqu'un avec de la prestance. Quelqu'un comme Brenda. Pas cette fille invisible. Ce fut lors d'un brunch un dimanche que le coup final fut porté. Pauline avait invité ses amis de l'église, et Brenda arriva vêtue d'un chiffon de soie jaune flottant, faisant la bise et offrant des étreintes comme une reine. Rebecca servait la nourriture comme d'habitude et lorsqu'elle posa un bol de fruits devant Pauline, celle-ci gloussa légèrement. Vous savez, Brenda a une telle prestance. Je peux déjà l'imaginer aux côtés de Justine lors du gala des prix d'entreprise le mois prochain. Elle représenterait bien la famille. La pièce devint silencieuse. Rebecca leva les yeux, son sourire figé. Une invitée se sentit mal à l'aise, mais Pauline ne broncha pas. « Qu'en penses-tu, Rebecca ? N'est-elle pas éblouissante ?» Rebecca déglutit. Elle l'est. Très confiante. Pauline se pencha en arrière. La confiance est essentielle. Les hommes ont besoin de quelqu'un qui renforce leur image, pas de quelqu'un qui se cache derrière eux. Cette nuit-là, Rebecca resta assise dans la salle de bain pendant plus d'une heure, les mains agrippées au lavabo, son reflet méconnaissable. Quand Justine rentra tard, sentant le vin et un parfum boisé, elle ne lui demanda pas où il avait été. Elle s'écarta simplement et le laissa passer. Le poison était déjà dans les murets, dans le silence de Justine, il avait aussi pris racine dans son cœur. C'est arrivé un jeudi soir, alors que la maison était particulièrement calme. Justine était rentrée tôt pour une fois et Rebecca, s'accrochant encore à l'espoir, y vit une chance de parler, de sauver ce qui restait de leur mariage. « Pouvons-nous juste parler ce soir ?» demanda-t-elle, la voix douce, alors qu'ils se tenaient dans la cuisine. Justine ne leva pas les yeux de son téléphone. « À propos de quoi ?» Elle inspira lentement, choisissant ses mots avec soin. « De nous. De la distance qui s'est installée entre nous. » Il la regarda enfin, les yeux fatigués, les traits durcis. « Rebecca, peut-être que c'est juste ce que nous sommes devenus. Peut-être que nous n'étions pas faits pour durer. » Elle cligna des yeux, stupéfaite. « C'est vraiment ce que tu ressens ?» Il y eut une pause, longue et tendue, avant qu'il ne hausse les épaules. « Je ne sais pas. Peut-être que j'ai fait une erreur en t'épousant. » Ces mots tranchèrent l'air, cruels dans leur calme. Elle resta figée une seconde, son corps immobile tandis que tout à l'intérieur d'elle s'effondrait. Elle ne pleura pas devant lui. Au lieu de cela, elle se retourna lentement et sortit de la cuisine sans un mot. Ses mains tremblaient alors qu'elle entrait dans leur chambre, et elle s'effondra sur le lit, enfouissant son visage dans l'oreiller pour étouffer le son de ses sanglots. Le lendemain matin, elle se déplaçait comme un fantôme, parlant à peine, mangeant à peine. Mais quelque chose en elle avait changé. Plus tard dans la journée, elle acheta un test de grossesse en rentrant du travail, ses mains toujours instables. Elle le fit juste avant le coucher du soleil, la porte de la salle de bain verrouillée, le monde extérieur silencieux. Lorsque les deux lignes apparurent,
claire et indéniable, elle s'assit sur le carrelage froid, serrant son ventre. Un bébé. Une vie se formant en elle, alors même que sa propre vie s'effilochait. Son cœur était partagé, mi-espoir, mi-peur. Devait-elle le lui dire? Est-ce que ça changerait quelque chose? Cette nuit-là, elle se glissa dans le lit à côté de Justine, son corps tremblant. Elle fixa le plafond, murmurant dans le noir, « Ce bébé mérite mieux que ça. » Et pourtant, il ne remarqua jamais les larmes sur ses joues, ni la distance qui était finalement devenue trop grande pour être comblée. Rebecca attendit 2 jours avant de le lui dire. Elle avait répété les mots encore et encore dans sa tête, pleine d'espoir mais prudente. Un samedi matin tranquille, alors qu'il lisait ses emails à la table de la cuisine, elle posa une tasse de café à côté de lui et dit doucement, « Je suis enceinte. » Pendant un instant, Justine ne réagit pas. Il fixa l'écran, puis leva lentement les yeux. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Elle le répéta, ses mains reposant inconsciemment sur son ventre. « Je suis enceinte, Justine. Nous allons avoir un bébé. » Ses yeux se plissèrent, non pas de joie, mais de suspicion. Maintenant? Après tout ce temps, l'espoir qu'elle avait porté commença à se fissurer. « Oui, je ne l'ai découvert qu'il y a 3 jours. » Il repoussa sa chaise et se leva. « Es-tu sûr que c'est le mien ?» Les mots tombèrent comme du verre se brisant sur le carrelage. Rebecca recula d'un pas, stupéfaite. « Comment? Comment peux-tu me dire ça ?» Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il quitta la pièce, sortant son téléphone. Cet après-midi-là, Pauline appela. Sa voix était glaciale. « J'ai appris la nouvelle, dit-elle. Comme c'est pratique. Soudainement, tu es enceinte, juste au moment où les choses s'effondrent. » Rebecca déglutit difficilement. « C'est ton petit enfant, que tu veuilles le croire ou non. » Pauline ricana. « Tu penses qu'un enfant assurera ta place? Détrompe-toi. Si tu essaies de piéger mon fils, ça ne marchera pas. » Justine ne défendit pas Rebecca. Il était assis en silence à l'autre bout de la pièce, refusant de croiser son regard. Ce soir-là, elle prépara un petit sac de voyage, non pas pour partir pour toujours, mais pour respirer. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, Justine parla enfin. « Si c'est une sorte de tactique, c'est cruel. Je suis fatiguée, Rebecca. » Elle se tourna vers lui, les larmes aux yeux. « Non, ce qui est cruel, c'est de douter de la femme que tu as juré d'aimer. Ce qui est cruel, c'est de laisser la voix de tous les autres étouffer la vérité. » Elle partit cette nuit-là, non pas parce qu'elle avait abandonné, mais parce qu'elle devait protéger ce qui restait de sa dignité, et la petite vie qui grandissait en elle méritait au moins cela. Rebecca ne retourna à la maison qu'une seule fois après cette nuit-là, pour récupérer le reste de ses affaires. Pas de dispute, pas d'échange vif. Elle se déplaçait comme quelqu'un qui avait accepté ce qui ne pouvait être changé. La femme de ménage l'observait depuis l'escalier avec de grands yeux compatissants. Alors qu'elle pliait doucement ses vêtements dans une seule valise, elle s'arrêta une fois pour s'asseoir sur le bord du lit, la paume posée sur son ventre. « On va s'en sortir », murmura-t-elle à son enfant à naître. « Même si personne ne croit en nous en ce moment, moi, je le ferai. Je le dois. » Elle n'attendit pas que Justine rentre du travail. Elle laissa son alliance sur sa table de chevet, soigneusement posée sur un mot qui disait simplement « Ne laisse pas ce silence t'enterrer ». Elle ne s'attendait pas à un appel. Elle ne s'attendait pas à une dispute, et elle n'obtint ni l'un ni l'autre. Plus tard dans la nuit, Justine trouva la bague. Il la fixa, immobile, puis s'assit lourdement sur le bord du lit. Il ne l'appela pas. Il n'essaya même pas. Il se dit que c'était mieux ainsi, qu'elle avait abandonné, qu'elle était manipulatrice, que Pauline avait eu raison depuis le début. Pauline, quant à elle, saisit l'occasion pour agir vite. « Il est temps de repartir à zéro, » dit-elle, les yeux brillants d'excitation. « Nous organiserons une vraie célébration, une white party pour marquer la fin de ce chapitre insensé. Nous commencerons à parler à la presse de ton divorce, et bien sûr, nous veillerons à ce que Brenda soit à tes côtés cette fois. » Justine hocha la tête, hébétée, absorbant à peine ses paroles. Quelque part au fond de lui, quelque chose clochait, mais il l'enfouit. Il laissa les engrenages du plan de sa mère tourner. Il joua le jeu, afficha des sourires, et ne dit rien du vide qui pesait dans sa poitrine. Rebecca, pendant ce temps,
monta dans un bus pour quitter Lagos le lendemain matin avec sa valise, son bébé, et le genre de chagrin qui exige le silence. Elle ne pleura pas pendant le voyage. Elle fixa la fenêtre pendant tout le trajet, déterminée à ne jamais regarder en arrière. Le trajet en bus emmena Rebecca à 6 heures de Lagos, à travers des villes tranquilles et des routes ouvertes, jusqu'à une ville modeste mais dynamique appelée Ilorin. Là, elle trouva un logement temporaire dans un foyer pour femmes tenu par une veuve âgée qui lui rappelait la grâce dans les moments difficiles. Sa vieille amie d'université, Anna, l'accueillit à bras ouverts. Anna était le genre de personne qui ne demande pas de détails quand vos yeux en disent assez. « Reste aussi longtemps que tu en as besoin », dit-elle en aidant Rebecca à déballer ses affaires dans le petit 2 pièces qu'elle partageait avec sa cousine. Les jours se transformèrent en semaines. Rebecca trouva une clinique locale qui recrutait du personnel administratif, et le poste lui fut offert sur le champ. « Votre expérience parle d'elle-même », avait dit le directeur après avoir examiné ses qualifications. Le travail était stable, les gens gentils, et pour la première fois depuis des mois, Rebecca pouvait respirer. Ses nuits n'étaient plus remplies de silence froid ou de questions cruelles. Au lieu de cela, elle s'asseyait près de la fenêtre, la paume posée doucement sur son ventre qui s'arrondissait, regardant les étoiles scintiller dans le ciel nocturne tout en murmurant des prières pour son fils à naître. Le moment venu, le travail fut long, presque insupportable, mais Anna ne la quitta jamais. Elia Bennett naquit juste après l'aube, ses cris perçants et forts, son petit poing serré fermement autour du doigt de Rebecca. « Il a tes yeux », murmura Anna, les larmes aux siens, mais Rebecca savait bien que non. C'étaient les yeux de Justine, grands, bruns et interrogateurs. Dans cette chambre d'hôpital, alors qu'elle berçait le nouveau-né contre sa poitrine, un amour tranquille fleurit en elle, un amour qu'aucun rejet ne pouvait détruire. Elle n'envoya pas de faire-part, n'appela pas la gosse, ne contacta pas de Justine. Au lieu de cela, elle enregistra la naissance d'Elia sous son nom et le serra contre elle chaque nuit, fredonnant des berceuses et déposant de doux baisers sur ses joues. La ville autour d'elle n'était pas glamour, mais elle lui offrait les deux choses dont elle avait le plus envie, la paix et l'invisibilité. Elle construisit sa vie morceau par morceau, travaillant à la clinique le jour et rentrant le soir pour retrouver les rires de son fils. Lentement, les blessures en elle cessèrent de saigner. Lentement, elle se souvint de qui elle était avant que le silence ne l'engloutisse, et dans le sourire d'Elia, elle retrouva un but. Le temps passait doucement à Ilorin. Elia fêta son premier anniversaire entouré de rires et de serpentins en papier collé sur un mur usé. Rebecca avait préparé un petit gâteau et Anna apporta un ballon bleu avec le chiffre 1, écrit en doré. C'était une célébration simple, mais elle signifiait tout. Rebecca ne publia pas de photos en ligne. Elle n'avait pas besoin de la validation des cœurs et des j'aime. Sa joie était tranquille, sincère et privée. La nuit, elle notait ses pensées dans un journal, écrivant parfois des lettres qu'elle n'avait jamais l'intention d'envoyer. « Il a pris tes yeux », écrivit-elle une fois, « et la forme de tes mains. Il me cherche le matin, mais je sais qu'un jour il posera des questions sur toi. » Ses réflexions n'étaient jamais amères, juste honnêtes. La douleur s'était estompée, remplacée par l'acceptation. Elle avait cessé d'attendre des excuses de Justine. 2 ans s'étaient écoulés, et pas une seule fois il n'avait appelé ou pris de nouvelles. Elle n'attendait plus. Le 2e anniversaire d'Elia arriva avec plus d'excitation que le premier. Il pouvait maintenant dire « maman » clairement et aimait fredonner en jouant avec ses cubes. Rebecca l'inscrivit dans une école maternelle voisine et jongla avec le travail et la maternité comme un chef d'orchestre chevronné. Parfois, elle croisait des connaissances de l'université qui étaient choquées de la voir là, avec un bambin qui plussait. Mais elle n'expliquait jamais plus que nécessaire. « C'est la vie », disait-elle avec un doux sourire. Ce qui l'étonnait le plus, c'est à quel point elle était devenue forte sans s'en rendre compte. La jeune fille qui pleurait autrefois dans une chambre d'amis froide se tenait maintenant fièrement aux réunions de parents d'élèves, faisant des suggestions avec confiance. Un soir, en peignant les cheveux d'Elia, il demanda la question qui la frappa comme une rafale de vent. Elle s'arrêta, sourit et dit doucement « Il est loin, mon chéri, mais tu m'as, et je ne vais nulle part. » Elia ne demanda plus. Cette nuit-là, elle le serra plus longtemps que d'habitude. Non par chagrin, mais par gratitude d'avoir survécu à ce qui semblait autrefois être la fin, et pour la vie qu'elle avait construite sur les ruines. Rebecca était assise en tailleur sur le tapis, regardant Elia empiler ses cubes avec la concentration que seuls les tout-petits possèdent. De temps en temps, il levait les yeux vers elle avec un sourire qui lui coupait le souffle. Il était si indéniablement le fils de son père, la mâchoire de Justine,
les sourcils de Justine, même sa démarche quand il se dandinait avec détermination. La ressemblance n'était pas subtile, et pourtant, Justine ne l'avait jamais vue. Ce fait la déconcertait encore, pas un texto, pas un seul coup à sa porte. Pensait-il qu'elle avait menti sur la grossesse, ou Pauline l'avait-elle convaincue de l'effacer complètement? Quelle que soit la raison, Rebecca avait cessé d'essayer de comprendre. Mais un après-midi, après avoir mis Elia à la sieste, elle ouvrit le tiroir en bois près de son lit et en sortit une épaisse enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des photographies, des captures d'écran, des notes vocales, tout ce qu'elle avait gardé de ses jours précédant son départ. Elle ne savait pas pourquoi elle les gardait. Peut-être pour Elia, peut-être pour elle-même, ou peut-être pour le jour où la vérité aurait besoin de preuves indéniables. Elle passa le reste de la soirée à étiqueter chaque élément avec des dates et de courtes descriptions. La note vocale où Justine remettait en question la grossesse, le dernier message que Pauline lui avait envoyé, teinté de menaces voilées, les échographies, la note manuscrite qu'elle avait laissée à côté de son alliance. Ce n'était pas la vengeance qu'elle préparait, c'était la clarté. Un jour, Elia poserait des questions plus profondes, et ce jour-là, elle voulait dire la vérité, non seulement par des mots, mais par le poids des preuves. Anna la trouva là plus tard dans la nuit, assise à la table, entourée du contenu de son ancienne vie. « Est-ce que ça va » demanda-t-elle. Rebecca leva les yeux, fatiguée mais calme. « Je ne veux pas que mon fils grandisse en pensant qu'il était une erreur. Je veux qu'il sache qu'il est né de l'amour, même si tout le reste s'est effondré. » Anna hocha la tête et posa une main douce sur son épaule. « Il le sait déjà. Il le voit dans la façon dont tu le regardes. » Rebecca expira profondément et remit l'enveloppe dans le tiroir. Pour l'instant, ce chapitre restait clos, mais elle avait un pressentiment. Il ne le resterait pas éternellement. L'intégration de Brenda dans la maison des Bennett fut menée comme une campagne de relations publiques. Les médias avaient commencé à diffuser subtilement des récits, Justine Bennett, le célibataire le plus convoité de Lagos, aperçu avec l'héritière immobilière Brenda Clayton. À l'intérieur de la maison, cependant, l'atmosphère devint de plus en plus soignée. Pauline orchestrait chaque mouvement, des apparitions de Brenda dans la presse aux rénovations de la maison qui effaçaient commodément toute trace de Rebecca. Brenda reprit l'ancienne salle de bain de Rebecca, repeignit la chambre en crème brillant et introduisit une ligne de parfum pour élever l'ambiance de la maison. Pauline observait tout cela avec fierté, déclarant « Maintenant, on se sent dans une vraie maison ». Cependant, derrière la façade polie, des fissures se formaient. Brenda dînait rarement à la maison, et quand elle le faisait, elle avait toujours un verre de vin à la main et un téléphone collé à l'oreille. Elle riait aux messages textes pendant les conversations, laissait des tasses tachées de rouge à lèvres au personnel, et écartait les questions de Pauline d'un sourire bien rodé. Un soir, Justine rentra tôt et entendit Brenda au téléphone dans la chambre d'amis. « Non, bébé. Ne sois pas jaloux. Je t'ai dit que ce n'est que pour l'image. Pauline a besoin de cet arrangement. Je ne suis pas là par amour. » Justine se figea. Pendant un instant, les mots ne firent pas sens. Puis ils le firent, et quelque chose en lui s'éclaira. Il frappa à la porte et Brenda l'ouvrit en plein rire, surprise. « Tout va bien » demanda-t-il. Elle le repoussa d'un geste de la main. « Juste ma cousine. Tu sais comme ils sont dramatiques. » Il hocha la tête, mais ne dit rien. Plus tard dans la nuit, il était allongé dans son lit, incapable de dormir, fixant le plafond tandis que le parfum de Brenda flottait dans l'air. La pensée qu'il avait perdu Rebecca pour ça une image, un mensonge, une femme qui ne faisait même pas semblant de s'en soucier lui rongeait la poitrine. Mais Pauline, toujours aveugle dans sa quête de contrôle, restait déterminée. « Brenda et l'avenir, dit-elle au petit déjeuner. Oublie le passé. Nous l'avons déjà effacé. » Et Justine, encore trop incertain pour se rebeller, resta silencieux. Mais son silence n'était plus celui né de l'obéissance. C'était la confusion qui commençait à tourner en suspicion. L'idée vint de Pauline. « Célébrons ta liberté » dit-elle vivement, une main feuilletant des magazines sur papier glacé. « Nous allons en faire un événement symbolique. De nouveaux départs. Nous l'appellerons la White Party. » Le divorce n'était pas finalisé, mais la date était fixée. Pauline organisa tout, le lieu, la liste des invités, le traiteur, les photographes. « Brenda sera présente, bien sûr » ajouta-t-elle. « Les gens doivent voir avec qui tu es maintenant. » Justine se sentit mal à l'aise, mais hocha la tête.
Dois-je porter du blanc demanda-t-il, à moitié en plaisantant. Pauline sourit. Bien sûr, c'est ta renaissance. Le jour de l'événement, le domaine fut transformé en une éblouissante célébration de jardin, des orchidées blanches, des drapés ivoires, et des invités vêtus d'une élégance coordonnée. Brenda arriva en retard, comme il se doit, dans une robe blanche longue qui dissimulait à peine sa suffisance. Les photographes l'assaillirent. Elle se pencha vers Justine pour les photos, ses doigts se resserrant sur son bras comme un trophée revendiqué. Alors que les discours commençaient, Justine se tenait sous le kiosque, entourée d'amis et d'influenceurs trinquants. Mais il n'entendait plus les compliments. Il ne pouvait se défaire du souvenir des derniers mots de Rebecca, ni de l'image d'elle sortant de leur maison la tête haute. Dans un coin, Brenda posait pour des selfies avec des sponsors. Pauline volait de groupe en groupe, se félicitant à travers la réinvention de son fils. Et Justine, malgré la musique et les rires, se sentait comme un intrus dans sa propre vie. Plus tard dans la nuit, en se déshabillant, il fixa la chemise blanche qu'il portait, le symbole de son nouveau départ. Elle lui semblait être un costume, creux. Il s'assit sur le bord du lit, faisant défiler sa galerie de photos. Là, nichée entre des dîners d'entreprise et des photos de conférences, se trouvait une photo de Rebecca dans une robe jaune moutarde, pieds nus dans leur ancienne cuisine, riant en remuant une soupe. Il la fixa longuement, son cœur se serrant d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. « Qu'est-ce que j'ai fait » murmura-t-il à personne. Elle arriva dans une enveloppe brune, soigneusement pliée et remise en main propre à la réception de la clinique où travaillait Rebecca. La réceptionniste l'avait appelée pendant son déjeuner. « Madame, quelqu'un a déposé ça pour vous. » Rebecca la prit, le souffle coupé en voyant le sceau officiel. Elle sortit, le cœur battant, et l'ouvrit lentement. La lettre à l'intérieur confirmait l'audience finale de divorce, dans 2 semaines, à Lagos. Son nom la fixait, toujours lié à celui de Justine. Elle s'assit sur le banc à l'extérieur, serrant le papier, son déjeuner oublié. Ce n'était pas une surprise, pas entièrement, mais le voir par écrit, définitif, irréversible, fit naître en elle une douleur profonde. Cette nuit-là, elle l'a relu. C'est une page qui se tourne, se dit-elle à voix haute. Mais quand elle jeta un coup d'œil à Elia jouant avec son éléphant en peluche, le poids de tout ce qu'elle avait enduré menaça de l'ensevelir à nouveau. Anna rentra et trouva Rebecca silencieuse, assise à la table de la cuisine avec une tasse de thé non touchée. « C'est la convocation du tribunal », dit Rebecca en faisant glisser le papier sur la table. Anna le parcourut et leva les yeux. « Tu vas y aller » Rebecca hocha lentement la tête. « Oui, je le dois. » Il y eut une pause avant qu'elle n'ajoute, il n'a jamais vu Elia, n'a même jamais demandé. Peut-être que c'est toute la réponse dont j'ai besoin. Mais il devrait voir ce qu'il a abandonné. Anna tendit la main et prit la sienne. Tu n'as rien à prouver, Becca. La voix de Rebecca ne vacilla pas, il ne s'agit pas de preuves. Il s'agit de vérité. Je ne les laisserai pas réécrire mon histoire comme si je n'avais jamais compté, comme si mon fils n'existait pas. Cette nuit-là, elle sortit la robe en soie rouge qu'elle avait portée une fois, avant que tout ne s'effondre. Elle n'avait pas prévu de la remettre. Mais maintenant, cela semblait être le bon choix. Non par vanité, mais pour la prestance, pour la dignité, pour la femme qu'elle était devenue en silence. Il a porté du blanc pour enterrer le passé, murmura-t-elle en lissant le tissu. Je porterai du rouge pour le ressusciter. La robe en soie rouge était étendue sur le lit comme un souvenir renaissant. Rebecca se tenait devant, tenant Elia d'un bras tout en passant doucement sa main libre sur le tissu. La couleur était audacieuse, le décolleté modeste, l'ourlet lui caressait les chevilles quand elle l'essaya de nouveau. Ce n'était plus juste une robe. C'était une armure. Maman va à un endroit important, murmura-t-elle à l'oreille d'Elia, repoussant ses boucles. Anna, qui se tenait près de la porte, s'avança. Tu es sûr de ça? Rebecca hocha la tête. Il ne s'agit pas de se montrer. Il s'agit de finir quelque chose, correctement. Anna ne discuta pas. Elle se dirigea simplement vers l'armoire et en sortit une paire de chaussures à talons bas. Alors va finir ça, en ayant l'air de la femme qu'ils ont essayé d'effacer. Rebecca sourit faiblement et prépara les affaires d'Elia avec soin, des encas, de l'eau, son éléphant tricoté préféré. Il l'accompagnerait. Le trajet vers Lagos fut long et silencieux. Rebecca était assise à l'arrière, berçant Elia, les yeux fixés sur l'autoroute qui défilait. Elle n'était pas en colère.
La colère s'était consumée il y a longtemps. Ce qui restait, c'était la clarté. Elle avait passé 2 ans à reconstruire une vie dans l'ombre. Maintenant, elle allait entrer dans la lumière, non pas pour reconquérir un homme, mais pour se tenir pleinement en tant que femme qui lui avait survécu. Quand ils arrivèrent au palais de justice, les gens se retournèrent. Les appareils photo crépitèrent. Les médias avaient été prévenus, mais personne ne s'attendait à cette entrée. Rebecca sortit de la voiture dans sa robe rouge fluide, son fils dans les bras. Elle ne se pressa pas. Elle marcha avec une autorité tranquille, ses talons claquant régulièrement contre le sol carrelé. Un murmure se propagea dans le hall comme une marée montante. Un journaliste chuchota, « C'est. » L'autre hocha la tête, « C'est l'ex-femme. » Elle est venue. Rebecca garda les yeux fixés devant elle, ne cherchant pas de Justine, ne jetant même pas un regard à Pauline. Elle entra dans la salle d'audience avec Elia sur sa hanche, s'assit au premier rang et attendit. Sa présence disait ce que les mots ne pourraient jamais dire, « Vous ne m'avez pas détruite. Je suis toujours là. » Et pour la première fois depuis très longtemps, le silence était à ses conditions. La salle d'audience bourdonnait de tension. Les journalistes faisaient semblant de relire leurs notes, mais leurs yeux se tournaient constamment vers Rebecca, qui était assise avec Elia sur ses genoux, calme et impénétrable. Justine riait quelques instants auparavant, debout à l'extérieur avec son équipe d'avocats dans son costume blanc sur mesure. Mais quand il est entré et l'a vu la soie rouge, le petit garçon qui aurait pu être son miroir, tout s'est arrêté. Ses pas faiblirent, son souffle se coupa. Pauline, assise derrière lui, se raidit. Qu'est-ce qu'elle fait ici, siffla-t-elle, mais le mal était déjà fait. Le juge jeta un coup d'œil entre Justine et Rebecca, puis baissa les yeux sur les documents devant lui. Nous sommes ici aujourd'hui pour finaliser la dissolution du mariage entre Justine Bennett et Rebecca Bennett, commença-t-il, d'un ton neutre. Cependant, il y a des complications. Justine ne parla pas immédiatement. Il était assis, raide, essayant de retrouver son calme alors qu'Elia regardait innocemment autour de la pièce, ignorant la tempête que sa présence avait provoquée. « Est-ce votre fils ?» demanda le juge, plissant les yeux en direction de Justine. Justine ouvrit la bouche, puis la referma. Rebecca se leva lentement, sa voix ferme. « Oui, votre honneur. Voici Elia Bennett. Il a 2 ans, et son père est assis juste là. » La salle d'audience retint son souffle. Le juge fronça les sourcils. Il n'y a aucune mention d'un enfant dans les documents initiaux. Rebecca s'avança et posa une enveloppe scellée sur le bureau du juge. Confirmation de paternité, ADN fait il y a 2 mois. Je n'ai jamais contesté le divorce, votre honneur. Je suis seulement venu aujourd'hui pour que la vérité soit vue. Pauline serra fermement son sac à main, murmurant furieusement à Justine, dis quelque chose, fais quelque chose. Mais Justine resta figée, les yeux rivés sur l'enfant qu'il n'avait jamais rencontré. Pour la première fois, le poids de ses décisions s'abattit sur lui avec une force insupportable. Et de l'autre côté de la pièce, Rebecca se tenait droite, ni en colère, ni théâtrale, juste présente. Et c'est sa présence qui fit s'effondrer toute la mise en scène. Le juge marqua une longue pause après avoir examiné les documents de paternité. Il regarda Justine, puis de nouveau l'enfant, qui était maintenant monté sur les genoux de Rebecca et posait sa petite tête sur son épaule. Cette audience ne peut se poursuivre sans un examen formel des droits parentaux, annonça-t-il. Cet enfant change tout. Des exclamations parcoururent la salle. Brenda s'agita sur son siège, les yeux cherchant la sortie. Pauline se leva de son banc. Votre honneur, commença-t-elle, la voix tremblante. Cette femme nous a tendu une embuscade. Elle a disparu pendant des années, et maintenant. Le juge leva la main. Asseyez-vous, Madame Bennett. Ce tribunal reconnaît l'enfant comme légitime, et tant que nous n'aurons pas évalué les implications, ce divorce ne peut être finalisé. La mâchoire de Justine se serra. Il ne pouvait croiser le regard de personne. Sa mère se pencha vers lui. On peut arranger ça. Ne panique pas. Mais il n'y avait rien à arranger au moment où Brenda se leva, ses talons claquant bruyamment contre le sol en marbre, et dit, en fait, votre honneur, j'aimerais faire une déclaration. Tous les yeux se tournèrent vers elle. Elle sourit, d'un air froid et délibéré, puis s'avança vers l'avant de la salle. J'ai fait l'objet de nombreuses suppositions, commença-t-elle, et j'aimerais clarifier les choses avant de partir. Pauline avait l'air confuse.
Justine, alarmée. Brenda se tourna vers eux et dit simplement, « Je suis mariée, heureusement mariée. Mon mari s'appelle Jim Delgado. Il attend dehors. » Elle jeta un coup d'œil à la tribune de la presse et ajouta avec un sourire narquois, « Nous avons utilisé toute cette mascarade pour obtenir des contrats grâce au nom des Bennett. Ça a merveilleusement bien fonctionné. Mais maintenant que la vérité est dans la pièce, je suppose que j'ai fini de jouer la comédie. » La salle éclata en murmures. Pauline devint blême. Justine se leva, choquée. « Tu as quoi » souffla-t-il. Brenda haussa les épaules. « Tu n'as jamais été le but, Justine. Juste la porte d'entrée. » Sur ce, elle sortit, et pour la première fois, Justine comprit ce que c'était que d'être celui qui était utilisé. De l'autre côté de la salle, Rebecca ne jubilait pas. Elle ne souriait pas narquoisement. Elle serrait simplement son fils plus fort, car elle connaissait déjà la vérité. La vraie perte n'était pas la fête, ni le costume, ni les contrats. C'était la famille que Justine avait jetée. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes s'empressaient de reconstituer le chaos qui se déroulait derrière les portes de la salle d'audience. À l'intérieur, un silence de plomb tomba alors que la confession de Brenda résonnait encore dans la pièce. Justine resta clouée au sol, son costume blanc autrefois impeccable devenu le symbole d'une humiliation totale. Pauline était trop abasourdie pour parler. Son rêve de retrouver un statut d'élite venait d'être anéanti sous le poids de sa propre ambition. Le juge s'éclaircit la gorge et s'agita sur son siège. « Devons-nous comprendre, mademoiselle Clayton, que vous n'avez jamais été engagée de bonne foi avec monsieur Bennett ?» Brenda, déjà à mi-chemin de la porte, se retourna avec un sourire. « Oh, j'étais engagée envers l'opportunité, pas envers l'homme. » Elle adressa un dernier sourire narquois à Pauline. « Vous étiez si désespérée de voir votre fils s'élever que vous n'avez jamais remarqué qui vous piétinait pour y arriver. » Justine s'effondra sur le siège le plus proche alors que l'impact total de ses paroles le frappait. Elia gazouillait en arrière-plan, inconscient du tourbillon dans lequel son père se trouvait. Pauline retrouva enfin sa voix, tremblante d'incrédulité. « Tu nous as menti. Tu nous as manipulés. » Brenda haussa légèrement les épaules. « Correction, je vous ai offert une version de moi que vous vouliez, et vous avez vendu l'âme de votre fils pour l'obtenir. » Sur ce, elle disparut par les portes. La salle d'audience éclata en murmures. Le juge suspendit la séance, donnant à Justine le temps de digérer la honte qu'il ne pouvait plus nier. Il se tourna vers Rebecca, qui se tenait maintenant avec Elia en équilibre sur sa hanche, silencieuse et digne. « Rebecca, » commença-t-il, mais le regard qu'elle lui lança arrêta les mots dans sa gorge. « Pas ici, » dit-elle doucement, « pas devant le garçon. » Alors que la salle se vidait, Justine fixa l'endroit où Brenda s'était tenue quelques instants auparavant, puis son fils, qui le regardait avec ses propres yeux. À ce moment-là, Justine réalisa quelque chose qu'il ne s'était pas permis d'admettre jusqu'à présent. Il ne s'agissait pas de scandale ou de vengeance. Il s'agissait de ce qu'il avait perdu bien avant que le masque de Brenda ne tombe, et l'enfant qui le regardait n'était pas seulement un rappel de cette perte. Il en était le seul morceau qu'il restait à récupérer. La nouvelle explosa sur les blogs et les chaînes d'information comme une traînée de poudre. Brenda Clayton avoue avoir utilisé les Bennett, titrait un journal. Une famille de l'élite escroquée par un couple de pouvoir, disait un autre. En quelques heures, les réseaux sociaux furent inondés de photos du tribunal, y compris des clichés de la confession spectaculaire de Brenda et des photos de Rebecca dans sa robe en soie rouge. Mais ce qui secoua la ville plus que la trahison, c'est l'expression sur le visage de Pauline Bennett, exposée, fragile, et loin de la femme qui régnait autrefois sur les cocktails et les galas de charité. Son téléphone sonnait sans arrêt, mais personne n'appelait pour sympathiser. Les contrats de sponsoring disparurent du jour au lendemain. Les réunions furent annulées. Son nom, autrefois prononcé avec révérence, devint un exemple à ne pas suivre, et derrière les portes closes, Pauline s'effondra. Elle évita les apparitions publiques, refusa d'ouvrir les portes à ses amis et passa ses journées assise dans le salon, les rideaux tirés. Justine essaya de la joindre, mais elle répondait à peine. « Ça ne devait pas se passer comme ça, » marmonna-t-elle un après-midi. « J'ai tout fait pour toi. » Il s'assit en face d'elle, les mains jointes, exprimant enfin ce qu'il avait gardé pour lui pendant des années. « Non, maman, tu as tout fait pour toi, et je t'ai laissé faire. » Pauline le regarda, surprise par l'accusation silencieuse. « Tu penses que je voulais ça pour moi ?» lança-t-elle.
Je voulais un héritage. Justine hocha lentement la tête. Et tu as enterré le mien pour construire le tien. Pour une fois, Pauline n'eut pas de réponse. Pendant ce temps, les photos d'Elia commencèrent à circuler discrètement parmi d'anciennes connaissances. Certains chuchotaient sur sa ressemblance avec Justine. D'autres commençaient à se demander ce qui s'était réellement passé entre Justine et son ex-femme. Le récit autrefois clair était maintenant maculé de doutes et de regrets. Pauline était tombée, non seulement de son piédestal, mais aussi de ses illusions. Et dans cette chute, Justine commençait à voir les ruines qu'elle avait laissées derrière elle, non seulement dans la société, mais aussi dans son propre cœur. Justine était assise à son bureau, fixant la même ligne de chiffres depuis plus d'une heure. Plus rien n'avait de sens. Les clients se retiraient, les partenariats étaient gelés, et les médias se nourrissaient encore des suites de la tromperie de Brenda comme des vautours. Il avait manqué 2 réunions du conseil d'administration. Son téléphone vibrait constamment, mais il ne décrochait pas. Il passait la plupart de ses nuits à boire seul, l'homme autrefois confiant, maintenant incertain de qui il était sans l'image que sa mère avait construite autour de lui. Même la voix de Pauline, celle qui résonnait autrefois dans chaque décision, avait disparu. Elle restait enfermée dans sa chambre, honteuse, vaincue et silencieuse. Le monde de Justine, autrefois structuré et parfait, avait commencé à s'effondrer, et il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Une nuit, il s'endormit sur le canapé avec la télé encore allumée, pour être réveillé par un doux rire provenant de l'écran, un enfant en couche courant dans un champ dans une publicité. Il fixa l'écran, la gorge nouée. Cette nuit-là, pour la première fois, il s'autorisa à vraiment faire son deuil. Non pas pour la réputation qu'il avait perdue, ou les contrats qui s'étaient effondrés, mais pour le temps. Les 2 années qu'il ne récupérerait jamais. Les premiers pas dont il n'avait pas été témoin. Les rires qu'il n'avait jamais mérités. Les questions auxquelles il n'avait jamais répondu. Il resta assis dans le noir pendant des heures, murmurant des excuses dans le silence. Puis, juste avant l'aube, il prit son téléphone. Ses doigts planèrent sur le numéro de Rebecca. Il ne savait pas quoi dire. Comment parler à quelqu'un qu'on a abandonné? Que dire à une femme qui a survécu à votre silence? Mais il savait une chose. Il devait essayer. Alors il envoya un message qui disait simplement « Puis-je le voir ?» Et pour la première fois depuis des mois, ses mains tremblèrent d'autre chose que de honte. Rebecca pliait le pyjama d'Elia quand son téléphone vibra. Elle faillit l'ignorer, supposant que c'était Anna qui confirmait leur plan pour le week-end. Mais quelque chose la poussa à vérifier. Quand elle vit le nom « Justine » sur l'écran, ses mains se figèrent. Cela faisait plus de 2 ans. Elle ouvrit lentement le message. « Puis-je le voir ?» Elle s'assit sur le lit, fixant les mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent. Elia entra dans la pièce, traînant son éléphant en peluche derrière lui, fredonnant pour lui-même. Elle le regarda un long moment, se demandant quel genre de perte Justine aurait été s'il n'avait pas laissé l'orgueil et la pression diriger sa vie. Elle n'avait pas prévu cela, pas encore. Mais quelque chose dans son cœur changea. Plus tard dans la journée, elle envoya une simple réponse. Demain. 16 heures, pas d'émotion, pas d'explication. Juste 1 heure. Le lendemain, à 16 heures précises, on frappa. Rebecca ouvrit lentement la porte, Elia se cachant derrière sa jambe. Justine se tenait là dans une chemise simple, sans entourage, sans masque poli. Juste un homme qui semblait vidé par le temps. Ses yeux se posèrent instantanément sur ceux d'Elia. Le garçon jeta un coup d'œil, son regard curieux scrutant le visage de l'étranger qui partageait son nez et ses sourcils. « Salut » dit doucement Justine. Elia ne répondit pas, « Je peux entrer ?» Rebecca s'écarta. Il entra lentement, comme s'il pénétrait dans un passé qu'il avait longtemps enterré. Dans le salon, Elia s'assit par terre et reprit son jeu. Justine resta debout, ne sachant comment commencer. « Il est parfait » murmura-t-il. Rebecca hocha la tête. Il l'a toujours été. Ils restèrent assis en silence un moment avant qu'il n'ajoute « Je n'étais pas prêt à l'époque. Je pensais l'être, mais je ne l'étais pas », elle le regarda, non pas avec colère, mais avec un calme mesuré. « Tu as fait ton choix, et nous y avons survécu. » La voix de Justine se brisa alors qu'il demandait « Y a-t-il un moyen pour que je fasse partie de sa vie maintenant ?» Elle ne répondit pas immédiatement. Elle dit simplement « Nous verrons comment il réagit. Il ne sait pas ce qu'est un père, mais je suppose qu'il le découvrira bientôt. »
Justine commença à venir tous les samedis. Au début, il apportait de petits cadeaux, des livres d'images, des petites voitures, mais Elia était prudent. Il le regardait de l'autre côté de la pièce, curieux mais méfiant, s'approchant toujours un peu avant de retourner rapidement aux côtés de Rebecca. Justine ne le força jamais. Il s'asseyait par terre, lui posait des questions sur son éléphant en peluche, ou lisait des histoires à voix haute, même quand Elia s'éloignait au milieu d'une phrase. C'était lent, maladroit, et parfois profondément douloureux. Rebecca observait depuis la cuisine, le cœur partagé. Elle voyait Justine essayer, non pas jouer un rôle, non pas manipuler, juste essayer, et cela rendait les choses plus difficiles. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis ensemble après qu'Elia se fût endormie, Justine se tourna vers elle. « Merci de ne pas l'avoir monté contre moi. » Elle sirota son thé, le regard lointain. « Ce n'était pas pour toi. C'était pour lui. » Justine déglutit. « J'ai tout perdu, et je le méritais. » Rebecca le regarda, cette fois en croisant son regard. « Tu n'as pas seulement perdu de la richesse ou une réputation, Justine. Tu as perdu du temps avec ton fils, du temps avec moi. Ce n'est pas quelque chose que tu peux racheter. » Il hocha lentement la tête. « Je sais. » Il y eut une pause, lourde de non-dits, avant qu'elle n'ajoute « Je ne suis plus en colère. Mais je ne suis plus non plus la femme que tu as quittée. » Il l'étudia, réalisant cette vérité avec de nouveaux yeux. La douceur était toujours là, mais elle avait été remodelée par le feu. « Je le vois maintenant, dit-il, et je suis désolé qu'il ait fallu que je perde tout pour réaliser ce qui comptait. » Rebecca se leva et se dirigea vers le couloir. Avant de disparaître au coin, elle dit « Continue d'être présent, Justine. Pas pour moi, pour lui. Et peut-être qu'avec le temps, tu gagneras l'espace que tu as abandonné. » Cette nuit-là, Justine resta dans le salon bien après qu'elle fût allée se coucher, observant la montée et la descente tranquille de la poitrine d'Elia pendant son sommeil. Pour la première fois depuis des années, Justine pria, non pas pour une seconde chance, mais pour la force d'en mériter une. Rebecca ne s'attendait pas à voir Pauline ce matin-là. Elle préparait le petit déjeuner d'Elia quand elle entendit frapper fermement à la porte. En l'ouvrant prudemment, elle trouva la femme plus âgée debout, raide dans un pagne beige, sans maquillage, les yeux gonflés de fatigue. Il n'y avait ni photographe, ni perle. Juste Pauline, plus âgée, plus petite que dans le souvenir de Rebecca. « Puis-je vous parler » demanda-t-elle doucement. Rebecca ne répondit pas. Elle s'écarta, tenant la porte ouverte. Pauline entra comme une femme entrant dans un sanctuaire qu'elle avait autrefois souillé. Elle jeta un coup d'œil à Elia, qui regardait depuis le couloir, puis baissa les yeux, honteuse. « Il ressemble tellement à Justine, murmura-t-elle. Rebecca hocha la tête, mais ne dit rien. Elles s'assirent aux extrémités opposées du canapé, la distance entre elles chargée de souvenirs. « J'ai eu tort, dit Pauline, la voix brisée. Sur toute la ligne. » Rebecca croisa les bras. « Que voulez-vous, Pauline ?» La femme hésita, puis se mit lentement à genoux. « Je ne suis pas ici pour supplier pour Justine, je suis ici pour supplier pour moi-même. » Les yeux de Rebecca s'écarquillèrent. « Pardon ?» La voix de Pauline tremblait. « J'ai détruit notre foyer. J'ai poussé mon fils dans les ténèbres, et je ne vous ai jamais vu pour qui vous étiez. Je vous ai jugé sur votre statut, pas sur votre cœur. Je suis désolé. » Pendant un long moment, Rebecca ne dit rien. Puis elle parla, chaque mot soigneusement choisi. « Vous m'avez tout pris, mon nom, ma dignité. Vous m'avez rendu invisible. » Pauline hocha la tête, les yeux remplis de larmes. « Et pourtant, vous l'avez élevé avec grâce. Vous l'avez protégé de tout mon poison. » Rebecca se leva lentement. « Je ne vous déteste pas, Pauline, mais le pardon n'est pas une performance. Il prend du temps. » Pauline se releva en chancelant. « Alors j'attendrai, même si je dois m'asseoir devant cette porte tous les jours. J'attendrai. » Cet après-midi-là, en regardant Pauline s'éloigner, Rebecca ne ressentit aucune satisfaction, seulement une forme de conclusion. Pas le genre qui met fin aux histoires, mais celui qui permet à la guérison de commencer. Un soir tranquille, Rebecca était assise en tailleur sur le sol, Elia profondément endormie dans la chambre voisine. Devant elle se trouvait une boîte à chaussures poussiéreuse remplie de documents qu'elle n'avait pas touchés depuis plus d'1 an. Des contrats avec des signatures introuvables,
des notes vocales transférées sur une clé USB, et des dizaines de mails imprimés entre Brenda et divers associés. Toutes les preuves qu'elle avait discrètement collectées pendant les semaines précédant son départ de Lagos. Non par vengeance, mais par instinct. Anna entra dans la pièce, tenant une tasse de thé, et haussa un sourcil. « C'est ce que je pense ?» Rebecca hocha la tête. Ils étaient si sûrs que personne ne prêtait attention. « Mais j'ai tout vu, tout entendu, et maintenant que Pauline a enfin déposé les armes, il est temps de lui présenter la vérité. » Elle empila soigneusement les papiers, les étiquetant par date. « Il ne s'agit plus de laver mon honneur, » ajouta-t-elle. « Il s'agit de récupérer ce qu'Elia mérite d'hériter. Son héritage ne doit pas être construit sur ce que quelqu'un d'autre a volé. » Le lendemain matin, Rebecca appela Justine. « J'ai quelque chose que tu dois voir. »« Amène ta mère, » dit-elle simplement. Quand ils arrivèrent, Pauline tressaillit visiblement à la vue des documents sur la table. Justine en prit un, les sourcils froncés en parcourant le contenu. « Ça. Ce sont les contrats que Brenda a utilisés pour enregistrer la propriété de Port Harcourt au nom de la société de Jim Delgado. » Rebecca hocha la tête. « Et ces emails montrent comment elle a blanchi des paiements via des fournisseurs fictifs, liés à de fausses ONG. Tout est traçable. Vous n'avez simplement jamais regardé. » Pauline s'assit lentement, le visage blême. « Je lui faisais confiance, » murmura-t-elle. « Je pensais être stratégique. » Rebecca la regarda longuement. « Vous jouiez aux échecs avec la vie de votre fils. » Justine ne dit rien. Il continuait simplement à lire, la mâchoire de plus en plus serrée à chaque page. « On peut porter plainte, » dit-il finalement. « Geler leurs avoirs, récupérer les contrats. » Rebecca hocha la tête une fois. « Alors fais-le. Pas pour le nom de la famille, pas par vengeance. Fais-le parce qu'Elia mérite de grandir dans la vérité. » Pour la première fois, il n'y eut ni débat, ni interruption. Juste le début de la restitution. Dans les semaines qui suivirent, Justine travailla avec une équipe juridique que Rebecca recommanda, honnête, pointue et sans lien avec les anciens cercles de sa mère. Les preuves qu'elle fournit suffirent à déclencher des enquêtes sur les opérations frauduleuses de Brenda et Jim dans plusieurs États. Des propriétés à Abuja, Port Harcourt et Accra furent gelées en attendant l'examen. Des sources anonymes alimentaient quotidiennement les médias de nouvelles informations, mais cette fois, le récit n'était pas contrôlé par la communication. Il était façonné par les faits. Justine assista aux dépositions, fournit les registres financiers et fit face à son propre reflet dans chaque rapport. Il ne blâmait plus Rebecca. Il ne défendait plus Pauline. Il assumait. Lorsque le tribunal ordonna l'annulation du transfert de terrain de Port Harcourt, les gros titres changèrent. L'Empire Bennett récupère son héritage grâce aux preuves de l'ex-femme. Ce n'était pas une rédemption romantique. C'était une restauration silencieuse, méritée, non offerte. Pauline resta principalement en coulisses, assistant au briefing juridique avec un comportement silencieux. Fini la femme qui orchestrait les réputations comme au théâtre. À sa place se trouvait quelqu'un qui apprenait l'humilité, une salle d'audience à la fois. Un après-midi, après une séance particulièrement éprouvante, elle se tourna vers Justine dans la voiture. « Si elle n'avait pas gardé ses dossiers, nous aurions tout perdu. » Justine regarda par la fenêtre. « Nous avions déjà tout perdu, maman. Nous apprenons juste maintenant à reconstruire. » À la maison, Elia jouait avec ses cubes alphabétiques sur le sol, demandant à Rebecca si « P » était pour « papa ». Elle sourit doucement. « Oui, mon chéri. C'est ça. » Justine entendit depuis le couloir. Le son adoucit quelque chose en lui. Ce soir-là, il rejoignit Elia sur le sol, laissant le garçon placer les cubes sur sa poitrine pendant qu'il riait pour la première fois depuis des semaines. Rebecca observait depuis la cuisine, les bras croisés, les coins de ses lèvres se soulevant très légèrement. La guérison n'était pas complète. Les cicatrices resteraient. Mais lentement, la maison qui s'était effondrée brique par brique était en train d'être reconstruite, non pas dans la grandeur, mais dans l'honnêteté. Les samedis devinrent sacrés. Justine arrivait avec un sac à dos sur une épaule, rempli de collations, de nouveaux livres d'images, et parfois de choses qu'il ne savait pas utiliser mais voulait essayer, comme de minuscules instruments de musique ou des puzzles. Au début, Elia l'observait comme un visiteur, penchant la tête avec curiosité avant de lui permettre d'entrer dans son monde. Mais les enfants ont une façon de sentir le changement.
Ce ne sont pas les cadeaux de Justine qui le conquirent. C'est la façon dont il laissait Elia interrompre ses pensées, la façon dont il écoutait quand Elia racontait des histoires qui n'avaient aucun sens. Un matin, Elia insista pour que Justine porte sa couronne de jouets pendant qu'il construisait des tours de cubes. Justine obéissant protestait, souriant alors que son fils le déclarait roi des tours. Rebecca jeta un coup d'œil depuis le couloir, discrètement surprise par l'image. L'homme qui se cachait autrefois derrière des salles de conseil et des costumes impeccables rampait maintenant à quatre pattes, faisant des bruits de lion pour un bambin qui gloussait. Ils prirent des habitudes. L'heure du compte à 17 heures précises, des tranches de mangue coupées d'une certaine manière et des sorties au petit parc derrière l'appartement de Rebecca. Justine, autrefois raide et toujours formelle, portait maintenant une poussette avec aisance et avait une liste de berceuses préférées enregistrée sur son téléphone. Encore, papa, criait Elia après chaque berceuse. Encore, et Justine chantait, faux et souriant. Un soir, en fermant la fermeture éclair du sweat à capuche d'Elia, il demanda à Rebecca, « Tu penses que c'est trop tard ?» Elle les regarda, père et fils s'emboîtant comme des pièces qu'elle avait été forcée de séparer. « Je pense que tu arrives juste à temps, » dit-elle doucement. Il tendit la main vers la sienne, doucement, non pas avec attente, mais avec gratitude. Elle ne la retira pas encore, mais elle ne resserra pas non plus sa prise. C'était un moment suspendu entre le passé et le possible, et dans le rire d'Elia qui suivit, il y avait une sorte de permission silencieuse pour qu'il continue d'essayer. Le soleil était déjà haut quand Justine entra dans la cour, tenant un cadeau modestement emballé et portant une simple chemise bleu marine, pas de costume sur mesure, pas de mocassins de créateur, juste un jean et des baskets usées. C'était le 3e anniversaire d'Elia. Les décorations étaient simples. Des ballons scotchés au portail, un gâteau au chocolat attendant dans la cuisine, et des personnages de dessins animés jouant doucement sur une enceinte. Rebecca se tenait sur le pas de la porte, les bras croisés, le regardant s'approcher avec un calme mesuré. Justine lui adressa un petit sourire penaud. « Joyeux anniversaire à notre garçon, » dit-il. Elle hocha la tête, puis lui fit signe d'entrer. Elia poussa un cri de joie en voyant son père et courut vers lui, jetant ses petits bras autour de ses jambes. « Papa !» Justine s'agenouilla, le soulevant dans une étreinte serrée. « J'ai quelque chose pour toi, champion. » Mais le cadeau qu'il lui tendit n'était pas seulement pour le garçon. Il avait une signification. Après le gâteau et les rires, Rebecca retourna à la cuisine pour nettoyer. Justine la suivit, tenant une écharpe rouge soigneusement pliée. « C'est pour toi, » dit-il. Elle la regarda, les sourcils froncés. « Qu'est-ce que c'est ?» Il la lui tendit. « Une écharpe en soie rouge, comme la robe que tu portais au tribunal. J'ai beaucoup pensé à ce jour. À quel point tu avais l'air forte. À quel point j'avais tort. » Rebecca prit lentement l'écharpe dans sa main. Elle scintillait à la lumière, familière et douce. « Tu penses qu'un cadeau peut effacer tout ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle. Il secoua la tête. « Non, ce n'est pas pour effacer. C'est pour honorer. Tu t'es tenue droite quand je ne le pouvais pas. Tu as montré à notre fils ce qu'est la dignité. » Elle resta silencieuse un long moment avant de murmurer, « Il t'aime maintenant, mais j'ai construit cet amour seul. » La voix de Justine se brisa. « Et je passerai chaque jour à le mériter à partir de maintenant. » Elle plia doucement l'écharpe et la posa sur le comptoir. « Ne joue pas la comédie pour moi, Justine. Continue simplement d'être présent. » Et sur ce, elle retourna dans le salon, laissant l'écharpe derrière elle, mais pas rejetée. Juste en attente. Les semaines passèrent, et la présence de Justine ressembla moins à celle d'un invité et plus à un rythme. Il ne demandait plus à être inclus. Il se présentait simplement aux sorties d'école d'Elia, restait tard pour l'aider avec ses devoirs, et s'asseyait parfois avec Rebecca pendant que le garçon dormait. Il n'y avait pas de déclaration d'amour, pas de pression pour une réconciliation. Seulement une présence, calme, constante, stable. Un soir, après le dîner, ils étaient tous assis sur le balcon à regarder les étoiles. Elia s'était endormi sur les genoux de Rebecca. Justine se pencha en avant. « Je pensais que le pardon signifiait de grands gestes, de grands discours, mais maintenant je vois que c'est plus silencieux que ça. » Rebecca le regarda, sa voix douce. « Le pardon n'est pas bruyant, Justine, et il n'est pas dû. Il est offert quand quelqu'un choisit de guérir plus qu'il ne choisit de punir. » Il hocha lentement la tête.
Je ne m'attends pas à ce que nous soyons ce que nous étions, mais je donnerais n'importe quoi pour une chance de construire quelque chose de mieux. Rebecca baissa les yeux sur Elia, puis de nouveau sur Justine. Alors, commence là où nous en sommes. Sans retour en arrière. Sans faire semblant. Juste ici. Il sourit faiblement, les yeux brillants. Je peux le faire. Cette nuit-là, alors qu'il se levait pour partir, elle l'accompagna à la porte. Pour la première fois depuis longtemps, elle posa sa main sur son bras. Vas-y doucement, Justine. Cette fois, ne devance pas ce qui compte. Il hocha la tête, puis se pencha et embrassa doucement le front d'Elia. Bonne nuit, mon fils. Quand la porte se referma derrière lui, Rebecca resta là un moment, l'écharpe maintenant nouée lâchement autour de son cou. Elle ne le laissait pas revenir parce qu'il l'avait demandé. Elle le laissait rester parce qu'il avait enfin compris. Il n'y aurait pas de white party, pas de gros titres, pas d'applaudissements, juste le son d'une porte qui s'ouvre doucement et la promesse de quelque chose de complet de l'autre côté. Voici le verset biblique. Joël 2, verset 25, NIV, je vous dédommagerai pour les années que les sauterelles ont dévorées. Ce verset capture le cœur du parcours de Rebecca et de Justine. La douleur du temps perdu, le chemin lent mais intentionnel vers la restauration, et la capacité de Dieu à racheter même ce qui a été ruiné par l'orgueil, la trahison et le silence. Morale de l'histoire, la véritable guérison commence lorsque nous cessons de jouer un rôle pour le monde et commençons à être présents pour les personnes que nous avons blessées. L'orgueil, la manipulation et le contrôle peuvent apporter de l'influence, mais ils coûtent ce qui compte vraiment, la confiance, l'amour et le temps. En fin de compte, le pardon n'est pas une récompense. C'est une grâce accordée à ceux qui sont prêts à reconstruire par la présence, l'humilité et la vérité. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication afin d'être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.